Strasbourg, novembre 1982. Une brume matinale enveloppe les rues pavées du centre historique de cette ville frontalière française. Les cloches de la cathédrale Notre-Dame sonnent 8 heures, alors que les élèves de l'école internationale d'Strasbourg se préparent pour une excursion scolaire ordinaire au musée d'art moderne. Personne ne pouvait prévoir que cette journée marquerait le début d'une énigme qui hanterait la ville pendant 4 décennies. Le 17 novembre 1982, Meredith Kingsley, 16 ans, et Zachary Thornton, 17 ans, 2 étudiants américains de l'école prestigieuse, ont disparu sans laisser de traces. La dernière fois qu'ils ont été aperçus, c'était lors de la visite du musée, sous la supervision du professeur de chimie Blake Harrison, un enseignant respecté et admiré au sein de l'établissement. Selon les témoignages recueillis à l'époque, les 2 adolescents se seraient éloignés du groupe principal pour observer une installation artistique dans une aile moins fréquentée du musée. Lorsque le moment est venu de retourner à l'école, ils manquaient à l'appel. 40 ans plus tard, dans le sous-sol poussiéreux du commissariat central d'Strasbourg, le détective Alec Reeves ouvre un carton d'archives scellé depuis des années. Spécialiste des affaires non résolues, Reeves a développé une réputation pour sa méticulosité et sa capacité à résoudre des cas que tous considéraient comme perdus. Ses yeux fatigués parcourent les photographies jaunies des 2 adolescents souriants, figés dans le temps, inconscients du destin qui les attendait. Ce qui m'a frappé immédiatement dans ce dossier, explique Reeves à la caméra, c'est l'absence flagrante de suivi sur certaines pistes qui semblaient pourtant prometteuses. C'est comme si quelqu'un avait délibérément orienté l'enquête loin de certaines directions. L'enquête initiale avait été menée par l'inspecteur Laurent Dupuis, maintenant décédé, dont les notes révèlent une investigation hâtive et superficielle. Les disparitions avaient été rapidement classées comme des fugues adolescentes, malgré l'absence d'antécédents ou de motivations apparentes. Les parents des disparus, diplomates américains en poste à Strasbourg, avaient pourtant insisté sur le caractère inhabituel de cette théorie. Meredith était une élève modèle, passionnée de photographie, qui avait été acceptée en préadmission à l'université de Princeton. Zachary, quant à lui, était un étudiant brillant en sciences, préparant les Olympiades internationales de chimie sous la tutelle du professeur Harrison. Ce qui est particulièrement troublant, poursuit Reeves en examinant les documents, c'est que l'inspecteur Dupuis a rapidement écarté plusieurs témoignages contradictoires concernant les événements de cette journée. En effet, les déclarations de 3 étudiants mentionnaient avoir vu Meredith et Zachary quitter le musée en compagnie du professeur Harrison, alors que ce dernier affirmait les avoir perdus de vue à l'intérieur du bâtiment. Ces incohérences n'ont jamais été approfondies et les témoins n'ont pas été réinterrogés. La réouverture du dossier a été déclenchée par une découverte fortuite. Lors de travaux de rénovation dans le laboratoire de chimie de l'école, des ouvriers ont trouvé une boîte métallique dissimulée derrière un panneau mural. À l'intérieur, un appareil photo appartenant à Meredith Kingsley, identifiable grâce à une gravure à son nom, et un carnet rempli d'équations chimiques et de notes cryptiques de la main de Zachary. Les avancées technologiques en matière d'analyse ADN et de criminalistique offrent désormais des possibilités qui n'existaient pas en 1982. Reeves a immédiatement demandé que l'appareil photo et le carnet soient soumis à un examen approfondi par le laboratoire médico-légal de Strasbourg. Les traces biologiques peuvent persister pendant des décennies si elles sont protégées des éléments, explique la docteure Élise Moreau, experte en génétique forensique. Cette découverte pourrait nous fournir des indices cruciaux que la technologie de l'époque n'aurait jamais pu détecter. L'équipe d'investigation constituée par Reeves commence à reconstituer méticuleusement les événements de cette journée fatidique. Les archives météorologiques indiquent qu'il s'agissait d'une journée particulièrement froide pour un mois de novembre, avec un brouillard persistant qui avait considérablement réduit la visibilité dans la ville. Les registres de présence de l'école montrent que 7 enseignants et 43 élèves participaient à l'excursion, divisée en 3 groupes. Le professeur Harrison était responsable d'un groupe de 15 élèves, dont Meredith et Zachary.
Une visite du musée, 40 ans plus tard, permet à Reeves de retracer le parcours probable du groupe. Le conservateur actuel, qui était stagiaire à l'époque des faits, se souvient vaguement de l'incident et mentionne un détail troublant. Le système de surveillance du musée avait connu une panne inexpliquée ce jour-là, rendant impossible l'exploitation des enregistrements vidéo. C'est une coïncidence remarquable, note Reeves, sceptique. Trop de coïncidences dans une enquête ne sont généralement pas des coïncidences du tout. En fouillant plus profondément dans les archives, Reeves découvre que l'école avait procédé à une refonte complète de son système de sécurité quelques semaines après les disparitions. Les registres indiquent que cette décision avait été prise à l'initiative du directeur de l'époque, Maxwell Jennings, en concertation avec le professeur Harrison qui, curieusement, avait une formation préalable en système de sécurité avant de devenir enseignant. Les entretiens avec d'anciens élèves qui étaient présents ce jour-là révèlent des souvenirs fragmentés mais troublants. Vanessa Reed, aujourd'hui professeure d'université à Boston, se souvient. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'atmosphère ce jour-là. Le professeur Harrison semblait particulièrement nerveux, constamment en train de vérifier sa montre. Je me souviens avoir remarqué qu'il avait eu une conversation animée avec Zachary juste avant que nous n'entrions dans le musée. Un autre ancien élève, Trevor Palmer, mentionne un détail qui avait échappé à l'enquête initiale. Après la disparition, le professeur Harrison a complètement réorganisé le laboratoire de chimie. Il a insisté pour que certaines armoires soient condamnées, prétextant des risques de contamination. Personne n'a remis sa décision en question à l'époque. Il était considéré comme une autorité incontestable dans son domaine. En examinant les antécédents de Blake Harrison, Reeves constate plusieurs zones d'ombre. Engagé par l'École internationale de Strasbourg en 1980, Harrison avait présenté des références impressionnantes d'universités américaines prestigieuses. Cependant, les tentatives de vérification de ces références se heurtent à des impasses bureaucratiques. L'analyse du carnet de Zachary révèle des notes qui vont bien au-delà du programme scolaire standard. Certaines pages contiennent des formules complexes liées à la synthèse de composés chimiques peu communs. Plus troublante encore, plusieurs passages semblent faire référence à des expériences non autorisées conduites après les heures de classe. Une page particulière attire l'attention des enquêteurs. Datée du 15 novembre 1982, soit 2 jours avant la disparition, elle contient une note énigmatique. Professeur H confirme théorie. Rendez-vous mercredi après musée pour démonstration finale. Monsieur apportera son appareil pour documentation. Lorsque les techniciens du laboratoire parviennent à développer le film trouvé dans l'appareil photo de Meredith, les images révèlent un laboratoire improvisé qui ne correspond à aucune salle connue de l'école. Sur l'une des photographies, on distingue partiellement une fenêtre avec une vue distinctive sur un bâtiment qui semble être l'ancienne manufacture de tabac d'Strasbourg. C'est notre première piste concrète, déclare Reeves en étudiant les photographies. Cette vue est spécifique à une zone particulière de la ville. Nous devons identifier ce bâtiment. Parallèlement, l'analyse des traces biologiques prélevées sur l'appareil photo et le carnet révèle la présence d'ADN appartenant non seulement à Meredith et Zachary, mais également à une troisième personne. La comparaison avec les bases de données existantes ne donne aucune correspondance immédiate. Pour identifier cet ADN inconnu, nous aurions besoin d'un échantillon de comparaison, explique la docteure Moreau. Si nous soupçonnons qu'il s'agit de celui du professeur Harrison, nous devrons le localiser. Les recherches préliminaires indiquent que Blake Harrison a quitté l'école internationale d'Strasbourg en juin 1983, quelques mois seulement après les disparitions. Selon les archives administratives, il aurait accepté un poste dans une université suisse. Cependant, aucune trace de son passage dans les établissements universitaires suisses n'a pu être confirmée. En visitant les archives municipales de Strasbourg, Reeves découvre que Harrison avait loué un appartement dans le quartier de la Krutenau, à proximité de l'école. L'immeuble existe toujours, et Reeves obtient l'autorisation d'accéder à l'ancien logement, aujourd'hui occupé par un jeune couple. L'inspection des lieux ne révèle rien de particulier, jusqu'à ce que Reeves
remarque une irrégularité dans les dimensions de la cave attribuée à l'appartement. Les mesures ne correspondent pas, observe-t-il en comparant le plan actuel avec celui des archives. Il semble qu'une partie de la cave ait été murée à un moment donné. Alors que l'équipe technique se prépare à examiner ce mur suspect, une ancienne employée de l'école contacte spontanément les enquêteurs après avoir entendu parler de la réouverture du dossier dans la presse locale. Vivienne Mercier, qui travaillait comme femme de ménage à l'école internationale en 1982, affirme avoir fait une déclaration à l'époque qui n'a jamais été prise en compte. « J'ai vu des choses étranges dans le laboratoire de chimie », déclare-t-elle, les mains tremblantes, malgré les années écoulées. Le soir avant leur disparition, j'ai surpris le professeur Harrison en train de remplir plusieurs grandes malles. Quand il m'a vu, il a prétexté préparer du matériel pour une démonstration spéciale. Mais son comportement était inquiétant. J'ai tout raconté à l'inspecteur Dupuis, mais il m'a dit que mes observations n'étaient pas pertinentes. Ce nouveau témoignage coïncide avec d'autres éléments troublants découverts par Reeves. Les registres de la compagnie d'électricité locale indiquent une consommation anormalement élevée dans le laboratoire de chimie pendant les mois précédant les disparitions, notamment durant les week-ends et les vacances scolaires. Alors que l'enquête s'intensifie, Reeves reçoit un appel inattendu du service des archives criminelles internationales. Un dossier similaire a été ouvert à Genève en 1985 concernant la disparition d'un étudiant dans des circonstances comparables. Le professeur de chimie impliqué dans cette affaire se nommait Warren Sloan, mais sa photographie présente une ressemblance frappante avec Blake Harrison. « Il semble que nous soyons face à un schéma », murmure Reeves en examinant les deux dossiers côte à côte. La question maintenant est de savoir combien d'identités cet homme a adopté et combien de victimes pourraient être liées à ses activités. Alors que l'équipe technique commence à démolir le mur suspect dans la cave de l'ancien appartement de Harrison, personne n'est préparé à ce qu'ils vont découvrir derrière. Une révélation qui transformera cette affaire classée depuis longtemps en l'une des plus troublantes de l'histoire criminelle de Strasbourg. Le mur de la cave s'effondre sous les coups des techniciens, révélant un espace étroit mais soigneusement aménagé. La poussière soulevée par les débris danse dans le faisceau des lampes torches, dévoilant progressivement ce qui semble être un petit laboratoire clandestin. Des étagères métalliques rouillées contiennent encore quelques fioles vides, des appareils de mesure obsolètes et, plus troublant encore, un classeur résistant à l'humidité. « Sécurisez immédiatement la scène », ordonne Reeves, conscient de l'importance de cette découverte. Aucun objet ne doit être déplacé avant l'arrivée complète de l'équipe scientifique. Le classeur, protégé des ravages du temps, contient des documents méticuleusement organisés, des dossiers sur plusieurs élèves de l'école internationale de Strasbourg, dont Meredith Kinsley et Zachary Thornton. Chaque dossier inclut des photographies, des notes sur les performances académiques et, étrangement, des analyses détaillées de leur profil psychologique. Il les sélectionnait, murmure Reeves en parcourant les documents. Ce n'étaient pas des disparitions aléatoires. Pour comprendre pleinement le contexte de ces événements, Reeves se plonge dans l'histoire de l'École internationale de Strasbourg des années 80, une institution fondée après la Seconde Guerre mondiale pour accueillir les enfants de diplomates et de cadres internationaux. Située dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, l'école jouissait d'une réputation d'excellence académique et attirait des élèves du monde entier. Les archives de l'établissement, conservées dans les sous-sols de la nouvelle aile construite en 2010, révèlent une atmosphère particulière qui régnait à l'époque. La directrice actuelle, Emmanuelle Bertrand, autorise exceptionnellement l'accès à ces documents. L'école des années 80 était très différente de celle d'aujourd'hui, explique-t-elle, en guidant Reeves à travers les allées d'archives. L'administration avait une autonomie presque totale, avec peu de supervision des autorités éducatives. C'était à la fois sa force et sa faiblesse. Les rapports annuels témoignent d'une période de transition. L'arrivée du directeur Maxwell Jennings en 1979, un Britannique aux méthodes progressistes, avait considérablement modifié la structure pédagogique. Il avait notamment renforcé l'importance des sciences expérimentales,
investissant massivement dans de nouveaux équipements de laboratoire et recrutant des enseignants de renom, dont Blake Harrison. Les photographies jaunies des événements scolaires montrent Harrison comme une figure charismatique, toujours entouré d'élèves admiratifs. Grand, élégant, avec des lunettes à monture fine qui lui donnaient un air intellectuel, il se distinguait par son enthousiasme communicatif pour la chimie. Il avait cette capacité à rendre la science fascinante, témoigne Elizabeth Palmer, ancienne collègue d'Harrison, aujourd'hui retraitée. Même les élèves les plus réticents finissaient par s'intéresser à ses cours. Il organisait régulièrement des démonstrations spectaculaires qui marquaient les esprits. En examinant les emplois du temps et les registres d'activité, Reeves note un schéma intéressant. Harrison proposait systématiquement des sessions optionnelles après les cours, limitées à un petit groupe d'élèves sélectionnés pour leur aptitude exceptionnelle. Ces sessions se déroulaient souvent en soirée, parfois jusqu'à des heures tardives, avec l'approbation explicite de Jennings. Ce qui est frappant, observe Reeves, c'est l'absence totale de supervision de ces activités. Harrison avait carte blanche. Les recherches dans les archives révèlent également des tensions larvées au sein du corps enseignant. Plusieurs mémos internes, signés par la professeure de biologie Sylvia Reed, exprimaient des inquiétudes quant aux méthodes d'Harrison et à l'utilisation de produits chimiques potentiellement dangereux. Ces préoccupations semblent avoir été systématiquement écartées par la direction. Reed a quitté l'établissement brusquement en avril 1982, note Reeves en consultant son dossier personnel. Sa lettre de démission mentionne des désaccords éthiques insurmontables sans plus de précision. Les tentatives pour retrouver Sylvia Reed se heurtent initialement à un mur. Aucune trace d'elle dans les bases de données académiques après 1982. C'est finalement par l'intermédiaire d'une ancienne élève devenue journaliste scientifique que Reeves apprend que Reed aurait quitté l'enseignement pour s'installer dans un village isolé des Vosges. Parallèlement à ces découvertes, l'analyse des échantillons prélevés dans le laboratoire clandestin de la cave révèle la présence de composés chimiques inquiétants. Certains correspondent à des substances utilisées dans la synthèse de drogues expérimentales, d'autres à des sédatifs puissants. Ces produits n'ont rien à voir avec un programme scolaire, même avancé, confirme le docteur Martin Leclerc, toxicologue. Certains d'entre eux étaient extrêmement rares et réglementés, même à l'époque. En croisant ces informations avec les notes trouvées dans le carnet de Zachary, un tableau troublant commence à se dessiner. Harrison semblait mener des expériences non autorisées, possiblement sur des sujets humains. Une visite à l'école internationale permet à Reeves d'inspecter l'ancien laboratoire de chimie, aujourd'hui modernisé mais conservant la même configuration spatiale. Les dimensions de la pièce révèlent une anomalie. L'espace réel est inférieur à celui indiqué sur les plans originaux. Il y avait une pièce adjacente, confirme Marcel Durand, responsable de la maintenance depuis 30 ans. Elle a été condamnée lors des rénovations de 1983, à la demande expresse de la direction. Je me souviens que les ouvriers avaient reçu des instructions très précises pour sceller complètement l'accès et refaire les finitions de manière à ce que rien ne soit visible. Avec l'autorisation judiciaire nécessaire, Reeves fait ouvrir ce local dissimulé. Contrairement à la cave, l'espace a été méticuleusement nettoyé, trop nettoyé. Les tests à la luminescence révèlent cependant des traces de sang qui ont résisté aux produits chimiques utilisés pour effacer les preuves. Plusieurs types de sang, précise la technicienne. Nous avons potentiellement des échantillons biologiques de plusieurs individus. En approfondissant l'examen des archives administratives, Reeves découvre un élément particulièrement troublant. 3 rapports d'incidents impliquant Harrison avaient été déposés par des élèves dans les mois précédant les disparitions. Ces documents, classés comme confidentiels, faisaient état de comportements inappropriés. Invitation d'élèves à son domicile personnel, administration non autorisée de compléments énergétiques avant des examens importants et pression psychologique pour participer à des expériences scientifiques avancées. Ces rapports portent tous la mention manuscrite classée sans suite, Monsieur J, que Reeves attribue à Maxwell Jennings.
Une vérification des registres bancaires de l'époque, obtenue sur commission rogatoire, révèle des versements substantiels et réguliers sur un compte offshore au nom de Jennings, provenant d'une fondation scientifique qui n'a laissé aucune trace administrative. La collusion entre Harrison et Jennings semble évidente, conclut Reeves, lors d'un point d'étape avec son équipe. Mais nous ignorons encore l'ampleur exacte de ce qu'il dissimulait. La recherche de Sylvia Reed, dans les Vosges, finit par porter ses fruits. La scientifique, maintenant âgée de 68 ans, vit recluse dans un chalet isolé. Initialement réticente à évoquer son passé, elle finit par accepter de témoigner lorsque Reeves lui montre les photographies de Meredith et Zachary. « J'ai essayé de les protéger », murmure-t-elle, les yeux embués de larmes. « J'ai alerté la direction, les autorités locales, même les parents. Personne ne voulait écouter. Harrison était considéré comme un génie, un atout prestigieux pour l'école. Ses recherches attirèrent des financements importants. Le témoignage de Reed ouvre une nouvelle dimension à l'enquête. Elle révèle avoir surpris Harrison en train d'administrer des substances non identifiées à des élèves, lors de séances présentées comme des préparations spéciales aux compétitions scientifiques. Quand elle l'a confronté, il a d'abord nié, puis l'a menacé de ruiner sa carrière si elle persistait dans ses accusations. Il avait une théorie, explique Reed, sur l'optimisation des capacités cérébrales par manipulation chimique. Il était persuadé de pouvoir améliorer drastiquement les performances intellectuelles grâce à des composés qu'il synthétisait lui-même. Il sélectionnait méticuleusement ses sujets. Intelligence supérieure à la moyenne, stabilité émotionnelle et surtout, vulnérabilité psychologique. Des élèves brillants mais isolés, en quête de reconnaissance. Cette révélation concorde parfaitement avec les profils de Meredith et Zachary. Malgré leurs excellents résultats académiques, les deux adolescents étaient décrits comme réservés et socialement isolés dans les évaluations psychologiques de l'école. Alors que Reeves s'apprête à quitter le chalet de Reed, elle lui remet une enveloppe jaunie. « J'ai gardé ceci toutes ces années, sans savoir quoi en faire, » dit-elle. « C'est une lettre que Meredith m'a confiée, quelques jours avant sa disparition. Elle m'a fait promettre de ne l'ouvrir que si quelque chose lui arrivait. Je n'ai jamais eu le courage de la remettre aux autorités après l'échec de mes démarches initiales. Cette lettre, maintenant pièce à conviction cruciale, pourrait enfin révéler ce qui s'est réellement passé ce jour de novembre 1982 et pourquoi deux adolescents pleins d'avenir ont soudainement disparu de la surface de la Terre. La lettre de Meredith, conservée dans une enveloppe scellée pendant 4 décennies, représente une percée potentielle dans l'enquête. Reeves l'ouvre délicatement dans le laboratoire médico-légal sous la supervision d'experts pour préserver toute trace biologique. Le papier, jauni par le temps mais remarquablement préservé, révèle une écriture fine et régulière. « Professeur Reed », commence la lettre, « si vous lisez ceci, c'est que quelque chose s'est produit. Zachary et moi avons découvert ce que le professeur Harrison fait réellement dans le laboratoire annexe. Ce n'est pas simplement de la recherche académique, il teste ses composés sur des élèves depuis des années. » Meredith poursuit, en détaillant comment elle et Zachary avaient initialement été flattés d'être sélectionnés pour le programme d'excellence d'Harrison. Ce programme, présenté comme une opportunité exceptionnelle pour les étudiants les plus brillants, impliquait des sessions privées après les heures de cours. Au début, les suppléments qu'il nous donnait semblaient inoffensifs, des stimulants cognitifs, disait-il, pour améliorer notre concentration et notre mémoire. Et ils fonctionnaient. Mes résultats ont augmenté de façon spectaculaire, tout comme ceux de Zachary. Mais progressivement, les deux adolescents avaient remarqué des effets secondaires inquiétants. Maux de tête violents, perte de mémoire temporaire, hallucinations légères. Lorsqu'ils avaient exprimé leurs inquiétudes, Harrison avait minimisé ces symptômes, les attribuant au stress des examens. C'est en avril dernier que nous avons commencé à soupçonner quelque chose, écrit Meredith. Zachary a remarqué que certaines formules dans les notes d'Harrison correspondaient à des dérivés de substances expérimentales dont la recherche avait été abandonnée pour des raisons éthiques. Nous avons décidé d'enquêter.
La lettre révèle que les deux adolescents avaient méticuleusement documenté leurs observations, photographiant secrètement le laboratoire annexe et les carnets d'Harrison. Ils avaient découvert que le professeur falsifiait systématiquement les résultats de ses expériences, dissimulant les effets secondaires graves pour continuer à recevoir des financements d'une mystérieuse fondation. Nous avons trouvé des dossiers sur d'autres élèves, poursuit Meredith. Certains ont quitté l'école subitement, prétendument pour des raisons familiales. Nous soupçonnons qu'ils ont développé des complications sérieuses. Harrison a un arrangement avec le directeur Jennings. L'argent de la fondation finance les rénovations de l'école en échange d'un accès illimité à des sujets d'expérimentation. La partie la plus troublante de la lettre concerne les plans immédiats de Meredith et Zachary. Demain, lors de la sortie au musée, nous prévoyons de confronter Harrison avec nos preuves. Zachary a copié secrètement ses carnets de laboratoire et j'ai les photographies. Nous exigerons qu'il arrête ses expériences et confesse tout aux autorités. Sinon, nous rendrons nos preuves publiques. Je laisse cette lettre comme assurance, au cas où. La lettre se termine abruptement, comme si Meredith avait été interrompue ou avait entendu quelqu'un approcher. C'est exactement ce qui manquait à l'enquête initiale, murmure Reeves. Ils n'étaient pas simplement des adolescents disparus, ils représentaient une menace directe pour Harrison et Jennings. L'analyse de la lettre révèle des empreintes digitales correspondant à celles prélevées sur l'appareil photo de Meredith, confirmant son authenticité. Plus significatif encore, des traces partielles d'une troisième série d'empreintes apparaissent sur le rabat de l'enveloppe, potentiellement celle d'Harrison, qui aurait pu intercepter d'autres communications des adolescents. Armé de ces nouvelles informations, Reeves intensifie l'examen des preuves négligées dans l'enquête originale. Le carnet de Zachary, avec ses annotations cryptiques, prend désormais un sens sinistre. Ce qui semblait être des équations chimiques abstraites s'avère être des formules modifiées de composés neurologiquement actifs. Il documentait méticuleusement ce qu'Harrison lui administrait, explique le docteur Leclerc après analyse. Ces formules montrent une progression inquiétante vers des substances de plus en plus puissantes et potentiellement dangereuses. Une section particulière du carnet, codée en utilisant une substitution simple de symboles chimiques, révèle que Zachary suspectait Harrison d'avoir causé la mort d'au moins 2 anciens participants à son programme. Les noms mentionnés, Elliot Vance et Patricia Lawson, n'apparaissent nulle part dans les registres officiels de l'école. C'est comme s'ils avaient été effacés, note Reeves en consultant les archives. Aucune trace de leur passage, malgré les références de Zachary à leur dossier. Cette découverte conduit à une recherche approfondie dans les registres d'état civil d'Estrasbourg et des environs. Après plusieurs jours d'investigation, l'équipe localise un acte de décès pour Patricia Lawson, datant de janvier 1982. La cause officielle, arrêt cardiaque d'origine indéterminée. Son corps avait été rapidement incinéré sur demande de l'école internationale qui avait géré les arrangements en l'absence de famille proche. Pour Elliot Vance, aucun document officiel n'est retrouvé en France. Cependant, une recherche élargie aux bases internationales révèle qu'un étudiant américain de ce nom avait été rapatrié d'urgence en décembre 1981 pour raisons médicales graves. Les registres hospitaliers de Boston indiquent son admission pour défaillance neurologique progressive d'origine inconnue et son décès 3 semaines plus tard. Les 2 cas présentent des similitudes troublantes, observe la docteure Moreau. Des symptômes neurologiques sévères apparaissant soudainement chez des adolescents en parfaite santé, suivis d'une dégradation rapide. L'examen des échantillons prélevés dans le laboratoire clandestin d'Harrison révèle des résidus de composés neurotoxiques expérimentaux. Certains correspondent à des substances développées dans les années 70 par des programmes militaires, avant d'être abandonnés en raison d'effets secondaires catastrophiques. Harrison semblait utiliser ces recherches abandonnées comme point de départ, explique le docteur Leclerc. Il les modifiait, probablement pour tenter de conserver leurs effets bénéfiques sur les performances cognitives tout en réduisant leur toxicité. Mais d'après ce que nous voyons, il était loin d'avoir réussi.
La piste la plus prometteuse émerge de l'analyse des photographies développées à partir de l'appareil de Meredith. Plusieurs clichés montrent clairement un bâtiment industriel abandonné, visible depuis une fenêtre du laboratoire clandestin. Grâce aux archives municipales et à l'évolution architecturale d'Strasbourg, l'équipe identifie ce bâtiment comme l'ancienne usine textile Schreiber, désaffectée depuis 1975 et démolie en 1990. Si ce bâtiment était visible depuis le laboratoire secret, raisonne Reeves, alors nous pouvons trianguler l'emplacement exact et identifier les propriétés environnantes. Cette analyse cartographique révèle que la propriété adjacente à l'immeuble d'Harrison appartenait à un certain Warren Delacroix, acquise en 1981 et revendue précipitamment en mars 1983, quelques mois après les disparitions. Les registres notariaux indiquent une transaction largement sous-évaluée par rapport au marché immobilier de l'époque. Delacroix, murmure Reeves, ce nom me semble familier. En croisant les bases de données, l'équipe découvre que Warren Delacroix partage ses initiales avec Warren Sloan, le nom utilisé par le professeur de chimie impliqué dans la disparition similaire à Genève en 1985. Une analyse graphologique des signatures sur les actes notariés confirme qu'il s'agit de la même personne. Il changeait d'identité mais conservait certains éléments, comme ses initiales, observe Reeves. Un schéma classique chez les criminels en série qui veulent maintenir une continuité psychologique tout en évitant la détection. La propriété Delacroix n'existe plus aujourd'hui, remplacée par un petit complexe résidentiel construit dans les années 2000. Cependant, les plans cadastraux originaux montrent une caractéristique intéressante. Une dépendance isolée située à l'extrémité du terrain, à l'écart des regards. Cette structure n'apparaît sur aucune photographie aérienne officielle, note l'expert en cartographie. C'est comme si elle avait été délibérément omise des relevés standards. Une visite du site actuel permet à l'équipe d'identifier l'emplacement approximatif de cette dépendance, maintenant couvert par une aire de jeu communautaire. Avec les autorisations nécessaires et l'assistance d'archéologues forensiques, des fouilles discrètes sont entreprises. Dès les premiers coups de pelle, les techniciens découvrent des fragments de béton et de matériaux de construction qui ne correspondent pas au développement résidentiel récent. À environ 2 mètres de profondeur, ils mettent au jour les fondations d'une structure antérieure, visiblement plus robuste que nécessaire pour une simple dépendance de jardin. Ces fondations ont été conçues pour supporter un poids considérable, confirme l'ingénieur consultant. Et cette configuration ressemble davantage à celle d'un bunker qu'à un abri de jardin ordinaire. Alors que l'excavation se poursuit méthodiquement, une découverte macabre vient confirmer les pires soupçons de l'équipe. Des fragments d'ossements humains enfouis sous une couche de chaux. Nous avons potentiellement une scène de crime, déclare Reeves, ordonnant immédiatement l'élargissement du périmètre de sécurité et le déploiement de l'unité complète d'anthropologie médico-légale. Les fouilles, qui s'étendent désormais sur plusieurs jours, révèlent progressivement l'horreur de ce qui s'est passé dans cette propriété isolée. Plusieurs séries de restes humains sont identifiées, correspondant à au moins 4 individus différents. L'analyse préliminaire indique qu'il s'agit de jeunes âgés de 15 à 18 ans. La disposition des restes suggère qu'ils n'ont pas été enterrés simultanément, observe l'anthropologue judiciaire. Il s'agit plutôt d'inhumations successives, s'étalant probablement sur plusieurs mois, voire années. Parmi les effets personnels retrouvés figurent un bracelet en argent gravé des initiales « Monsieur K » et un fragment de badge scolaire de l'École internationale d'Strasbourg. Ces éléments constituent les premières preuves tangibles du sort de Meredith Kingsley. Après 40 ans, nous commençons enfin à comprendre ce qui leur est arrivé, déclare Reeves lors d'un point presse contrôlé. Mais nous ignorons encore où se trouve Harrison aujourd'hui et s'il a continué ses activités sous d'autres identités. Cette question trouve un début de réponse lorsqu'un agent d'Interpol contacte Reeves avec une information cruciale. L'ADN inconnu prélevé sur les preuves correspond partiellement à celui retrouvé sur une scène de crime similaire à Vienne en 1991. Dans ce cas,
Un professeur nommé Martin Shepard avait brusquement quitté une école privée après la disparition d'un étudiant. L'enquête avait été abandonnée faute de preuves concluantes. Nous avons affaire à un prédateur méthodique qui a opéré à travers l'Europe pendant des décennies, conclut Reeves. Il nous faut maintenant déterminer où sa trace s'arrête et s'il est toujours actif aujourd'hui. Alors que l'équipe s'apprête à élargir considérablement le champ de l'enquête, un appel anonyme parvient au commissariat d'Estrasbourg. La voix, déformée électroniquement, prononce simplement « Portland, Davenport Academy ». Il n'a jamais cessé. Cet appel anonyme, bien que troublant par sa brièveté, offre une piste potentiellement décisive. Reeves contacte immédiatement les autorités américaines pour obtenir des informations sur la Davenport Academy de Portland. Les recherches révèlent qu'il s'agit d'un établissement privé d'élite fondé en 2005, spécialisé dans l'éducation des surdoués scientifiques. Son fondateur et directeur actuel, un certain Russell Davenport, éminent chimiste et pédagogue. Les coïncidences n'existent pas dans ce métier, murmure Reeves en examinant la photographie officielle de Davenport sur le site de l'Académie. Malgré les changements apportés par 4 décennies, cheveux désormais blancs, visage plus marqué, la ressemblance avec Blake Harrison est frappante pour un œil exercé. La demande officielle de coopération internationale est rapidement approuvée, compte tenu de la gravité des découvertes à Strasbourg. Pendant que les autorités américaines commencent une surveillance discrète de Davenport, Reeves et son équipe poursuivent leur plongée dans le passé d'Harrison. Désormais convaincus que Harrison, Sloan, Shepard et Davenport ne sont que les identités connues d'un même individu. Une recherche approfondie dans les bases de données internationales, croisant dates, lieux et caractéristiques physiques, permet d'établir une chronologie troublante des déplacements et métamorphoses de cet homme. Il a maintenu un schéma remarquablement cohérent, observe l'analyste comportemental consulté par Reeves. Il cible des institutions prestigieuses, mais suffisamment isolées pour limiter la supervision externe. Il établit sa réputation d'éducateur brillant, sélectionne méticuleusement ses victimes, puis disparaît lorsque les soupçons deviennent trop importants pour réapparaître ailleurs sous une nouvelle identité. Les documents retrouvés dans les diverses archives européennes révèlent que la première identité connue du suspect serait celle de Warren Sloan, né en 1946 dans le Connecticut. Diplômé en chimie et pharmacologie de l'université de Princeton en 1968, il avait brièvement travaillé pour une entreprise pharmaceutique avant de se tourner vers l'enseignement. Sa carrière académique avait débuté à l'Académie scientifique de Zurich en 1971. C'est là que nous trouvons le premier cas suspect, note Reeves. 2 étudiants de l'Académie sont décédés en 1973 de ce qui a été diagnostiqué à l'époque comme une intoxication accidentelle lors d'une expérience chimique. Sloan, qui supervisait cette expérience, a été blanchi de toute responsabilité et a même reçu des éloges pour ses tentatives de sauvetage. Après cet incident, Sloan quitte précipitamment la Suisse pour réapparaître à Stockholm sous le nom de Victor Harlow. Sa trace se perd ensuite pendant près de 2 ans, avant qu'il n'émerge à nouveau comme Blake Harrison à Strasbourg en 1980. Il utilise ces périodes d'inactivité apparente pour construire méticuleusement sa nouvelle identité, explique l'analyste. Faux diplômes, références fabriquées, tout est préparé avec une précision obsessionnelle. L'analyse des documents financiers, obtenue grâce à une coopération internationale sans précédent, révèle un réseau complexe de comptes offshore. Des sommes importantes transitent régulièrement vers ces comptes depuis une entité appelée Fondation pour l'avancement cognitif, organisation fantôme sans existence légale vérifiable. Nous soupçonnons qu'il s'agit d'un mécanisme d'autofinancement, propose l'expert financier. Il crée lui-même cette prétendue fondation pour légitimer ses recherches et faciliter ses mouvements d'un pays à l'autre. Plus inquiétant encore, les registres indiquent que des fonds continuent d'être régulièrement versés sur ces comptes jusqu'à aujourd'hui, suggérant que les activités criminelles du suspect n'ont jamais cessé.
La propriété isolée près d'Estrasbourg, identifiée grâce aux photographies de Meredith, révèle progressivement tous ses secrets alors que les fouilles se poursuivent. Sous les fondations de ce qui semble avoir été un laboratoire souterrain, les enquêteurs découvrent un journal méticuleux des expériences conduites par Harrison. Ce document, préservé dans un conteneur hermétique, détaille froidement les doses administrées, les réactions observées et les ajustements nécessaires après chaque échec. Ce n'est pas le travail d'un scientifique, mais celui d'un psychopathe méthodique, conclut le psychiatre judiciaire après examen du journal. Il considérait ces jeunes comme de simples sujets expérimentaux, des variables dans sa quête obsessionnelle de ce qu'il appelle l'expansion cognitive artificielle. Le journal fait explicitement référence à Meredith et Zachary comme des sujets particulièrement prometteurs, mais qui sont devenus compromis après avoir accédé à des informations confidentielles. Les dernières entrées mentionnent froidement la nécessité de terminer l'expérience et d'éliminer les variables problématiques. « C'est notre preuve définitive », déclare Reeves. Ce document établit clairement la préméditation et le mobile. L'analyse ADN des restes humains découverts sur le site confirme l'identité de deux des victimes, Meredith Kinsley et Zachary Thornton. Les deux autres corps correspondent probablement à Patricia Lawson et un étudiant non identifié, possiblement Elliot Vance. Les causes exactes des décès sont difficiles à déterminer après tant d'années, mais les analyses toxicologiques des tissus osseux révèlent des traces de composés chimiques expérimentaux similaires à ceux décrits dans le journal d'Harrison. Ces substances auraient provoqué une dégradation neurologique progressive, explique le docteur Leclerc. Les victimes auraient d'abord expérimenté des hallucinations, suivies de convulsions et finalement d'une défaillance du système nerveux central. Pendant que l'enquête se poursuit à Strasbourg, les autorités américaines intensifient leur surveillance de Russell Davenport à Portland. L'homme de 76 ans mène une vie apparemment respectable, dirigeant sa prestigieuse académie et participant régulièrement à des conférences scientifiques. Marié depuis 15 ans à une ancienne collègue, il projette l'image d'un éducateur dévoué et respecté. C'est précisément cette façade de respectabilité qui lui a permis d'opérer si longtemps sans être inquiété, observe Reeves, qui a rejoint temporairement l'équipe américaine pour coordonner les opérations. La Davenport Academy, située dans un ancien domaine victorien à la périphérie de Portland, accueille une centaine d'élèves sélectionnés pour leurs capacités intellectuelles exceptionnelles. L'établissement se targue d'un taux de réussite exceptionnel, ses diplômés intégrant systématiquement les universités les plus prestigieuses. Une surveillance discrète révèle que Davenport continue d'organiser des sessions spéciales avec un petit groupe d'élèves sélectionnés. Ces réunions se déroulent dans un bâtiment isolé au fond du campus, spécifiquement aménagé comme laboratoire avancé. Le schéma est identique, confirme Reeves. Il n'a jamais cessé ses expériences, il a simplement affiné sa méthode et renforcé ses précautions. L'analyse des dossiers médicaux de l'académie, obtenue sur mandat, révèle plusieurs cas d'élèves ayant quitté l'établissement pour des problèmes de santé non spécifiés au cours des dernières années. Le suivi de ces anciens élèves indique que plusieurs d'entre eux ont développé des symptômes neurologiques inexpliqués, certains nécessitant des soins médicaux intensifs. Il est devenu plus prudent, note l'analyste comportemental. Il semble maintenant ajuster les doses pour éviter les décès qui attireraient l'attention, préférant des effets plus subtils, mais tout aussi dévastateurs à long terme. La collecte méticuleuse de preuves se poursuit pendant plusieurs semaines, les enquêteurs construisant un dossier solide contre Davenport, tout en veillant à protéger les élèves actuellement sous sa supervision. Des échantillons prélevés discrètement dans son laboratoire confirment la présence des mêmes composés chimiques retrouvés à Strasbourg. Le plus troublant, observe Reeves lors d'une réunion de coordination, c'est que ces formules se sont considérablement sophistiquées. Ces expériences à Strasbourg n'étaient que le début. Ce qu'il administre maintenant est beaucoup plus puissant et ciblé.
Une avancée significative survient lorsque l'équipe parvient à identifier l'auteur de l'appel anonyme qui avait signalé Davenport. Il s'agit d'Eleanor Winters, ancienne assistante de laboratoire à la Davenport Academy, qui avait démissionné 3 mois plus tôt après avoir découvert des anomalies dans les protocoles expérimentaux. « Je savais que quelque chose n'allait pas », témoigne-t-elle lors d'un entretien sécurisé. Les formules qu'il préparait n'avaient aucun rapport avec le programme officiel. Et puis, il y avait ces dossiers confidentiels sur certains élèves, avec des notations étranges sur leurs réponses neurologiques. Quand j'ai commencé à poser des questions, il est devenu menaçant. Winters révèle également que Davenport maintient une résidence secondaire isolée dans les montagnes environnantes, officiellement présentée comme un centre de retraite scientifique, mais rarement mentionné au personnel. Il y emmène parfois des élèves pour ce qu'il appelle des immersions intensives, explique-t-elle. Ces élèves reviennent souvent, différents, plus calmes, presque dociles, mais avec des capacités de concentration extraordinaires. Cette information déclenche une opération de surveillance de cette propriété isolée. Les images satellites révèlent une structure principale modeste, mais des aménagements souterrains considérables, détectables grâce à l'analyse thermique. Nous avons suffisamment d'éléments pour intervenir, déclare le procureur fédéral après examen du dossier. Les preuves établissent un lien direct entre Russell Davenport et Blake Harrison et démontrent la continuité de ses activités criminelles. L'arrestation est méticuleusement planifiée pour minimiser les risques. Davenport doit participer à une conférence scientifique à Seattle le week-end suivant, loin de son académie et de ses élèves. C'est le moment idéal pour l'interpeller. Cependant, la veille de l'opération, une complication inattendue survient. Davenport modifie subitement son emploi du temps et organise une retraite spéciale dans sa résidence secondaire avec 3 élèves sélectionnés. Il a peut-être détecté notre surveillance, s'inquiète Reeves. Nous ne pouvons pas attendre. Ces élèves sont potentiellement en danger immédiat. L'opération est réorganisée en urgence. 2 équipes d'intervention sont déployées simultanément, l'une vers la résidence secondaire pour sécuriser les élèves, l'autre vers l'académie pour saisir les preuves et documents avant qu'ils ne puissent être détruits. L'assaut de la résidence isolée se déroule à l'aube. Les agents, équipés pour faire face à d'éventuelles substances chimiques dangereuses, pénètrent simultanément par plusieurs accès. Davenport est appréhendé dans un laboratoire souterrain sophistiqué, en présence des 3 élèves qui semblent désorientés mais physiquement indemnes. C'est une erreur monumentale, déclare calmement Davenport lors de son arrestation. Mes recherches représentent l'avenir de l'évolution cognitive humaine. Vous interrompez des travaux d'importance historique. Son assurance froide s'effondre cependant lorsque Reeves se présente et mentionne spécifiquement Strasbourg, 1982. Le visage de Davenport se fige et pour la première fois, une lueur de panique traverse son regard. « Meredith et Zachary vous saluent », ajoute simplement Reeves en lui passant les menottes. La justice arrive enfin, même après 40 ans. L'arrestation de Russell Davenport déclenche une opération internationale sans précédent. Tandis que les autorités américaines sécurisent et analysent les installations de Portland, l'équipe française poursuit son travail méticuleux à Strasbourg, déterminée à documenter l'intégralité des crimes commis 4 décennies plus tôt. La propriété isolée d'Harrison Sloan, désormais au centre d'une des plus grandes scènes de crimes jamais explorées dans la région, révèle progressivement tous ses secrets. L'excavation, initialement concentrée sur la zone où les premiers restes humains ont été découverts, s'étend maintenant à l'ensemble du terrain. Nous procédons par quadrillage systématique, explique la docteure Sophie Renard, archéologue judiciaire dirigeant les opérations. Chaque centimètre carré est examiné, chaque anomalie du sol documentée. C'est un travail d'une précision chirurgicale. Et cette méthodologie rigoureuse porte ses fruits lorsque, à environ 50 mètres de la première fosse, l'équipe détecte une autre structure souterraine. Les géoradars révèlent un espace d'environ 30 mètres carrés, situé à près de 4 mètres de profondeur. Ce n'est pas une simple cache.
observe Reeves, temporairement revenu d'Amérique pour superviser cette phase cruciale. Les dimensions et la configuration suggèrent un véritable laboratoire souterrain, beaucoup plus élaboré que celui découvert dans la cave de son appartement. L'accès à cette structure nécessite des travaux considérables. Une équipe de génie civil est mobilisée pour assurer la sécurité des excavations. Le sol instable, risquant de s'effondrer sur d'éventuelles preuves, ou pire, sur les enquêteurs eux-mêmes. Après 3 jours d'efforts méticuleux, ils découvrent finalement une trappe métallique dissimulée sous 2 mètres de terre compactée. Sa conception est remarquablement sophistiquée. Acier renforcé, système de verrouillage multiple et joints hermétiques. Il a conçu cet espace pour qu'il reste inviolé pendant des décennies, note l'ingénieur consultant. Le mécanisme d'ouverture inclut même un système rudimentaire d'autodestruction qui aurait pu effacer son contenu en cas d'intrusion non autorisée. L'ouverture de la trappe est filmée en continu, chaque étape soigneusement documentée pour le dossier judiciaire. Lorsqu'elle cède enfin, révélant un escalier étroit plongeant dans l'obscurité, une odeur âcre de produits chimiques stagnants s'échappe de l'ouverture, forçant l'équipe à se retirer temporairement. Même après 40 ans, ces composés restent potentiellement toxiques, avertit le docteur Leclerc. Nous devons procéder avec une protection maximale. Équipés de combinaisons hazmat et de respirateurs autonomes, les techniciens descendent prudemment dans ce qui s'avère être un véritable complexe souterrain. Contrairement aux attentes, l'espace est remarquablement préservé. L'étanchéité de la trappe et le système de déshumidification automatique ont maintenu l'intérieur dans un état proche de celui dans lequel Harrison l'avait laissé en 1983. C'est comme une capsule temporelle, murmure Reeves en découvrant l'ampleur de l'installation. Il n'avait jamais prévu de revenir, mais il voulait préserver son travail pour la postérité. Le laboratoire comprend plusieurs zones distinctes. Une section analytique avec des équipements sophistiqués pour l'époque, une zone de synthèse chimique, une bibliothèque contenant des centaines d'ouvrages scientifiques rares, et, le plus troublant, ce qui semble être une zone d'observation médicale avec un lit d'examen équipé de sangles. Ce n'était pas seulement un lieu d'expérimentation, observe le psychiatre judiciaire. C'était son sanctuaire, l'endroit où il pouvait exercer un contrôle total sur ses sujets et documenter méticuleusement chaque aspect de ses recherches. Les murs sont tapissés de tableaux d'affichage, couverts de notes, graphiques et photographies. Certaines images montrent clairement Meredith et Zachary dans différents états de conscience, altérés, leurs pupilles dilatées, leurs expressions figées dans une concentration surnaturelle, alors qu'ils résolvent des équations complexes ou mémorisent des séquences de symboles. Ils documentaient les effets de ces composés, explique le docteur Leclerc, en examinant les notes adjacentes. Ces annotations détaillent les améliorations temporaires des capacités cognitives, suivies par ce qu'il appelle cliniquement la phase de dégradation neuronale. La découverte la plus significative est une série de journaux reliés en cuir, numérotés chronologiquement de 1971 à 1983. Ces documents constituent l'historique complet des recherches d'Harrison sur l'amélioration cognitive par manipulation chimique, depuis ses premières expériences en Suisse jusqu'à ses derniers travaux à Strasbourg. Ces journaux représentent la preuve définitive, déclare le procureur. Ils établissent non seulement sa culpabilité dans les cas que nous connaissons, mais révèlent également l'existence d'autres victimes dont nous ignorions tout. En effet, les journaux mentionnent 23 sujets différents sur une période de 12 ans. Pour chacun, Harrison avait méticuleusement documenté leur profil psychologique, leur potentiel cognitif estimé, les composés administrés et les résultats obtenus. La majorité des cas se concluent par des annotations cliniques sur les complications terminales et les ajustements nécessaires pour les sujets futurs. Il considérait ces échecs comme de simples étapes dans son processus de recherche, note le psychologue criminel. Chaque décès lui fournissait de nouvelles données pour affiner ses formules. Parmi ces journaux, un volume particulier attire l'attention de Reeves. Intitulé simplement « Continuité », il détaille les plans d'Harrison pour poursuivre ses travaux après son départ d'Strasbourg.
Il y mentionne explicitement sa prochaine identité, Martin Shepard, et l'établissement qu'il compte intégrer à Vienne. Il planifiait ses métamorphoses avec une précision mathématique, observe Reeves. Chaque nouvelle identité était construite des mois, parfois des années à l'avance. Plus troublante encore, le journal contient une section intitulée « Succession », dans laquelle Harrison évoque la possibilité de former des disciples pour perpétuer ses recherches en cas d'interruption forcée de ses propres travaux. Nous devons déterminer s'il a effectivement recruté des complices au fil des ans, insiste Reeves auprès de l'équipe internationale désormais mobilisée. Si ces personnes existent, elles pourraient continuer son œuvre même après son arrestation. L'exploration du laboratoire souterrain révèle également une cache d'objets personnels appartenant aux victimes, le journal intime de Meredith, rempli d'observations scientifiques mais aussi de confidences adolescentes, la médaille de compétition scientifique de Zachary, des photographies, lettres et petits objets qui humanisent soudainement ces noms qui, pendant 40 ans, n'étaient que des entrées dans un dossier non résolu. C'est à la fois une scène de crime et un mausolée, murmure Reeves. Il conservait ces objets comme des trophées, des souvenirs de ses succès scientifiques. Parallèlement à ces découvertes macabres, l'équipe met au jour un système élaboré de documentation visuelle. Des centaines de cassettes vidéo au format Betamax, soigneusement étiquetées et rangées chronologiquement, contiennent des enregistrements des séances d'Harrison avec ses victimes. Ces enregistrements constituent des preuves cruciales, note le procureur, mais leur visionnage sera une épreuve psychologique considérable pour l'équipe. Une unité spécialisée est constituée pour analyser ces vidéos, composée de professionnels formés pour traiter des contenus traumatisants. Leur première conclusion confirme l'horreur méthodique des expériences d'Harrison. On y voit les sujets progresser de l'enthousiasme initial pour ces recherches avancées à la confusion, puis à la peur à mesure que les effets secondaires se manifestent, jusqu'à la résignation finale lorsqu'ils comprennent qu'ils ne quitteront jamais ce laboratoire. Les séquences impliquant Meredith et Zachary sont particulièrement poignantes. Contrairement aux autres victimes, ils semblent avoir rapidement compris la véritable nature des expériences d'Harrison. Une séquence montre Zachary confrontant le professeur avec des calculs démontrant la neurotoxicité des composés utilisés, tandis que Meredith filme discrètement l'échange avec son appareil photo. C'est ce moment qui a scellé leur sort, comprend Reeves. Ils étaient devenus trop dangereux pour lui, possédant à la fois la compréhension scientifique et les preuves matérielles pour l'exposer. Pendant que l'équipe française poursuit ce travail archéologique judiciaire, l'analyse du laboratoire de la résidence secondaire de Davenport à Portland révèle une évolution inquiétante de ces méthodes. Les composés découverts sont considérablement plus sophistiqués, ciblant des régions cérébrales spécifiques avec une précision chirurgicale. Il avait perfectionné sa technique, confirme le docteur Leclerc après comparaison des formules. Les substances utilisées à Strasbourg étaient brutales, affectant l'ensemble du système nerveux. Celles de Portland sont comme des scalpels neurochimiques, modulant des fonctions cognitives spécifiques tout en minimisant, sans les éliminer, les effets secondaires détectables. L'examen médical des 3 élèves récupérés lors de l'arrestation révèle des anomalies subtiles mais significatives dans leur activité cérébrale. Bien qu'ils ne présentent pas de symptômes neurologiques évidents, des tests approfondis montrent des modifications dans leur schéma de pensée et leur processus décisionnel. Il a créé des altérations permanentes dans leur architecture cognitive, explique le neurologue consultant. Il manifeste des capacités de calcul et de mémorisation extraordinaires, mais au prix d'une atrophie émotionnelle et d'une diminution de l'empathie. Cette découverte déclenche un protocole d'urgence pour identifier et examiner tous les anciens élèves de la Davenport Academy, particulièrement ceux qui avaient participé aux programmes spéciaux du directeur. Sur les 47 anciens participants identifiés, 39 présentent des modifications neurologiques similaires à divers degrés. L'ampleur de cette expérimentation est sans précédent, déclare le directeur du FBI lors d'une conférence de presse limitée.
nous sommes face à ce qui pourrait être qualifié de programme non autorisé de modification cognitive mené sur plusieurs décennies. À Strasbourg, l'excavation se poursuit méthodiquement. Au-delà du laboratoire principal, l'équipe découvre plusieurs fosses additionnelles contenant des restes humains. Au total, 7 corps sont exhumés, correspondant aux périodes d'activité d'Harrison dans la région. Ces découvertes nous permettent enfin d'offrir des réponses aux familles, qui pendant des décennies ont vécu dans l'incertitude, déclare Reeves, lors d'une communication aux proches des victimes. Nous ne pouvons pas leur rendre leurs enfants, mais nous pouvons leur offrir la vérité et la certitude que justice sera rendue. L'identification formelle des victimes, combinée aux preuves accablantes découvertes dans le laboratoire souterrain, constitue un dossier judiciaire d'une solidité exceptionnelle. Le procureur général qualifie ces éléments de preuve absolue de culpabilité et annonce que des procédures d'extradition seront engagées pour juger Davenport Harrison en France pour les crimes commis à Strasbourg. La boucle se referme enfin, conclut Reeves en contemplant le site d'excavation désormais entièrement cartographié. Après 4 décennies, ces jeunes vont pouvoir reposer en paix et l'homme qui leur a volé leur avenir devra enfin faire face aux conséquences de ses actes. Le procès de Russell Davenport, désormais officiellement identifié comme étant également Blake Harrison, Warren Sloan et Martin Shepard, s'ouvre sous une attention médiatique internationale sans précédent. La salle d'audience du tribunal de grande instance de Strasbourg, habituellement austère, déborde de journalistes, familles des victimes et observateurs venus du monde entier pour assister à ce que beaucoup considèrent comme le procès du siècle. Après de longues négociations juridiques entre les autorités américaines et françaises, un accord a été conclu pour que le procès se déroule à Strasbourg, où les crimes les plus graves et les mieux documentés ont été commis. Davenport, extradé après avoir épuisé tous ses recours juridiques aux États-Unis, apparaît dans le box des accusés, encadré par des officiers de sécurité. À 76 ans, il présente une apparence soignée et professionnelle. Ses cheveux blancs parfaitement coiffés, son costume impeccablement taillé. Rien dans son attitude ne trahit l'ampleur des horreurs dont il est accusé. Il observe la salle avec un détachement clinique, comme s'il assistait à une conférence académique particulièrement ennuyeuse. Son calme est déconcertant mais prévisible, commente le docteur Renaud Verlaine, psychologue judiciaire qui a analysé le comportement de l'accusé. Pour lui, ces procédures ne concernent pas des crimes contre des êtres humains, mais une incompréhension fondamentale de la valeur de ses recherches. Il se voit comme un visionnaire incompris, pas comme un meurtrier. L'acte d'accusation, lu par le président de la Cour, est d'une ampleur rarement vue dans un tribunal français. Meurtre prémédité, expérimentation illégale sur des sujets humains, enlèvement, falsification d'identité, falsification de documents officiels, et une multitude d'autres charges couvrant plus de 4 décennies d'activités criminelles dans 6 pays différents. Le procureur principal, Maître Claire Dumas, commence sa présentation en projetant les photographies de toutes les victimes identifiées, 23 au total, sur un grand écran face au jury. Ces jeunes gens, déclare-t-elle d'une voix posée mais empreinte d'émotion contenue, n'étaient pas simplement des victimes. Ils étaient des fils, des filles, des élèves brillants avec des rêves et des ambitions. Meredith Kinsley voulait devenir photojournaliste. Zachary Thornton aspirait à révolutionner la médecine par ses recherches en biochimie. Chacun d'entre eux avait un avenir prometteur qui leur a été volé par l'homme assis devant vous aujourd'hui. La stratégie de l'accusation se déploie méthodiquement au fil des jours. Les preuves matérielles sont présentées dans un ordre chronologique implacable, retraçant l'évolution des activités criminelles de Davenport Harrison depuis ses débuts en Suisse jusqu'à son arrestation à Portland. Les journaux découverts dans le laboratoire souterrain de Strasbourg constituent l'élément central du dossier. Leur contenu, projeté page après page, révèle l'esprit méthodique et complètement détaché avec lequel l'accusé considérait ses victimes, toujours désignées comme sujets ou simplement par leurs initiales.
Il écrivait sur la mort de ces jeunes avec la même émotion qu'un chercheur, notant la défaillance d'un équipement, observe Maître Dumas. Ces pages révèlent non seulement ces crimes, mais l'absence totale de conscience morale qui les a rendus possibles. Les extraits vidéo, soigneusement sélectionnés pour épargner aux familles les détails les plus traumatisants tout en démontrant clairement la culpabilité de l'accusé, produisent un effet dévastateur dans la salle. Les visages de Meredith et Zachary, vivants et terrifiés, confrontant Harrison avec leur découverte, créent un silence assourdissant parmi les spectateurs. La défense, assurée par une équipe d'avocats internationaux, tente initialement de plaider l'irresponsabilité pour cause de troubles mentaux. Cette stratégie s'effondre rapidement face aux preuves écrasantes de préméditation et d'organisation méthodique des crimes sur plusieurs décennies. Ces journaux ne sont pas l'œuvre d'un esprit dérangé, incapable de discernement, contre le psychiatre expert cité par l'accusation. Ils témoignent au contraire d'une lucidité et d'une planification méticuleuse, incompatibles avec une défense d'irresponsabilité. Le témoignage d'Eleanor Winters, l'ancienne assistante de Davenport à Portland, qui avait lancé l'alerte, apporte un éclairage particulièrement poignant sur les dernières années d'activité du criminel. Il sélectionnait ses victimes avec un soin extrême, explique-t-elle, évitant soigneusement le regard de son ancien employeur. Il recherchait non seulement l'intelligence, mais une certaine vulnérabilité psychologique, des jeunes en quête de validation, souvent issus de familles distantes ou dysfonctionnelles. Il devenait leur mentor, leur figure paternelle, avant de les transformer en cobayes. Le moment le plus bouleversant du procès survient lorsque Thomas Kinsley, le frère cadet de Meredith, aujourd'hui quinquagénaire, prend la parole. Âgé de seulement 8 ans lors de la disparition de sa sœur, il a consacré sa vie à la recherche de la vérité, devenant lui-même détective spécialisé dans les personnes disparues. Pendant 40 ans, j'ai vécu avec un fantôme, témoigne-t-il, sa voix parfois brisée par l'émotion. Pas seulement le fantôme de ma sœur, mais celui de l'incertitude. Mes parents sont morts sans savoir ce qui était arrivé à leur fille. Cette absence de réponse a détruit notre famille aussi sûrement que si nous avions tous été tués ce jour-là. Face à l'accumulation accablante des preuves, Davenport modifie sa stratégie. Dans une déclaration qui provoque l'indignation générale, il reconnaît les faits, mais rejette la qualification de meurtre. Ce que j'ai entrepris, déclare-t-il d'une voix claire et assurée, était une recherche scientifique d'une importance capitale pour l'avenir de l'humanité. J'ai consacré ma vie à repousser les limites de la cognition humaine. Les sujets qui n'ont pas survécu représentent des étapes nécessaires vers une percée qui aurait transformé notre espèce. Cette tentative de justification provoque un tumulte dans la salle, rapidement maîtrisé par le président du tribunal. Elle offre cependant à l'accusation l'opportunité de présenter leur expert neurologique, qui démonte méthodiquement les prétendues avancées scientifiques revendiquées par Davenport. Ces recherches n'ont aucune validité scientifique, affirme le docteur Elena Vasquez, neurochirurgienne renommée. Ces méthodes violaient tous les protocoles éthiques fondamentaux. Ces données étaient contaminées par des variables non contrôlées et ces conclusions représentent une distorsion grotesque des principes neuroscientifiques établis. Ce n'était pas de la science, c'était de la torture déguisée en expérimentation. Après 6 semaines de témoignages et de présentation de preuves, les plaidoiries finales commencent. Maître Dumas, pour l'accusation, résume avec une précision chirurgicale les crimes commis et leur impact dévastateur sur des dizaines de vies. L'accusé a exploité sa position d'autorité pour commettre des atrocités sur des jeunes qui lui faisaient confiance, conclut-elle. Il a persévéré dans ses crimes pendant 4 décennies, perfectionné ses méthodes et n'a jamais manifesté le moindre remords. La justice que nous rendons aujourd'hui est tragiquement tardive pour ses victimes, mais elle est nécessaire pour affirmer que de tels actes ne peuvent jamais rester impunis, quel que soit le temps écoulé. La défense, acculée par l'évidence des faits, tente une dernière manœuvre en invoquant l'âge avancé de l'accusé et son état de santé précaire. Cet argument trouve peu d'écho auprès d'un jury qui vient de passer 6 semaines
à explorer l'ampleur et la cruauté des crimes commis. Après seulement 4 heures de délibération, un temps remarquablement court pour un dossier de cette complexité, le jury revient avec un verdict unanime, coupable de toutes les charges retenues. Le président du tribunal prononce la peine maximale prévue par la loi française, réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, sans possibilité de libération conditionnelle avant l'âge de 98 ans. Russell Davenport, également connu sous les noms de Blake Harrison, Warren Sloan et Martin Shepard, déclare solennellement le magistrat, vous avez commis des crimes d'une gravité exceptionnelle contre des victimes vulnérables, avec préméditation et une absence totale de remords. La Cour estime qu'aucune circonstance atténuante ne peut être retenue. Votre dangerosité et le risque de récidive, même à votre âge, justifient la peine la plus sévère prévue par notre code pénal. Davenport accueille sa condamnation avec le même détachement clinique qui a caractérisé son attitude tout au long du procès. Son seul commentaire, murmuré à son avocat mais capté par les microphones de la cour, résume parfaitement la distorsion fondamentale de son esprit. Ils n'ont rien compris. L'histoire me donnera raison. Les conséquences du procès s'étendent bien au-delà de la condamnation individuelle. Les révélations sur les défaillances institutionnelles qui ont permis à Davenport Harrison d'opérer pendant si longtemps déclenchent une refonte internationale des protocoles de sécurité dans les établissements éducatifs. L'affaire Davenport nous oblige à repenser fondamentalement la surveillance des personnels en contact avec les mineurs, déclare la ministre française de l'Éducation. Nous ne pouvons plus nous permettre de faire confiance aveuglément à des références académiques ou à une réputation professionnelle. De nouvelles législations sont proposées dans plusieurs pays, renforçant les vérifications d'antécédents des enseignants et établissant des protocoles stricts pour les activités extrascolaires. Le protocole de Strasbourg, comme on l'appelle désormais, devient une référence internationale en matière de protection des mineurs en milieu éducatif. Pour les familles des victimes, la conclusion du procès apporte un soulagement mitigé. La certitude a remplacé des décennies d'incertitudes déchirantes, mais rien ne peut combler le vide laissé par leurs proches disparus. Ce n'est pas une clôture, déclare Thomas Kinsley lors d'une conférence de presse suivant le verdict. Ce terme implique une fin, une résolution complète. Mais comment résoudre l'absence d'une vie entière qui aurait dû être vécue ? Meredith aurait aujourd'hui 56 ans. Elle aurait pu avoir des enfants, une carrière, des moments de joie et de tristesse. Tout cela nous a été volé, à elle et à nous. À Portland, la Davenport Academy est fermée définitivement. Un mémorial est érigé dans ses jardins, honorant les victimes connues de son fondateur. Les anciens élèves affectés par les expériences de Davenport bénéficient d'un programme spécial de suivi médical et psychologique. Le détective Alec Reeves, dont la persévérance a finalement conduit à la résolution de cette affaire exceptionnelle, refuse les honneurs et les médailles qui lui sont proposés. Dans une rare interview accordée plusieurs mois après le verdict, il exprime un sentiment partagé par tous ceux qui ont travaillé sur cette enquête monumentale. La vraie réussite aurait été d'empêcher ces crimes, déclare-t-il simplement. Notre succès n'est qu'une correction tardive d'échecs systémiques qui ont permis à un prédateur d'opérer pendant des décennies. C'est une leçon que nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier. Les restes des victimes d'Strasbourg sont finalement rendus à leurs familles pour des funérailles dignes, 4 décennies après leur disparition. Lors d'une cérémonie sobre mais émouvante au cimetière de Strasbourg, les proches de Meredith, Zachary et des autres victimes se réunissent pour un dernier adieu, unis par une tragédie commune et par la longue quête de vérité qui les a finalement conduits à ce moment. Une simple plaque commémorative est installée à l'entrée de l'école internationale d'Strasbourg, portant une inscription sobre mais puissante, à la mémoire de ceux qui nous ont quittés en 1982. La vérité, même tardive, est le premier pas vers la justice. N'oublions jamais. Dans sa cellule de la prison de haute sécurité, où il passera le reste de ses jours, Russell Davenport commence à rédiger ses mémoires, convaincu jusqu'au bout de la légitimité de ses recherches. Ses écrits
ne seront jamais publiées, la justice française ayant prononcé une interdiction permanente de diffusion de tout contenu produit par le condamné. Le dossier Davenport-Harrison devient un cas d'étude dans les académies de police du monde entier, illustrant à la fois les défis des enquêtes sur des crimes anciens et l'importance de la persévérance face aux affaires apparemment insolubles. Cette affaire nous rappelle que le temps n'efface pas les crimes, conclut Reeves dans son rapport final. Il peut les obscurcir, les compliquer, mais tant que des personnes restent déterminées à découvrir la vérité, la justice, même tardive, reste possible.